2 invités, pas de présentateur, avec juste et toujours ce même principe, ce sont eux qui mènent le débat. Mais tout d'abord, une question en aparté. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Jean-Paul Tassin, je suis directeur de recherche à l'INSERM, neurobiologiste, chercheur. Je m'intéresse particulièrement à l'addiction. Et j'ai travaillé pendant de longues années au Collège de France et maintenant je travaille dans une unité de recherche à l'université Pierre et Marie Curie. Deuxième invité, même question. Qui êtes-vous ? Je suis Marc Valeur, je suis psychiatre, médecin-chef du Centre Marmottan à Paris, où on s'occupe depuis 1971 de toxicomanie et d'usage de drogue, et depuis 1997-1998 d'addiction au sens large, dont le jeu pathologique. Vous avez maintenant 30 minutes rien que pour vous, avec, comme point de repère, une lumière rouge qui s'allumera si on a besoin de vous interrompre. Première partie du débat. Je crois que c'est évident que les jeux en ligne et le jeu d'argent en général est un véritable enjeu de santé publique. On en parle beaucoup aujourd'hui parce que vient d'être édictée une loi qui légalise mais qui régule aussi les jeux d'argent en ligne. Mais on sait bien qu'on a affaire à une problématique qui est pratiquement aussi ancienne que l'humanité, parce que c'est une source de ce qui a été longtemps considéré comme un fléau social. Et il est considéré par les médecins comme une maladie depuis très longtemps aussi. On peut dater au minimum le premier traité thérapeutique sur le jeu pathologique à 1561 avec le travail de Pascasius Justus Turc sur du hasard ou du traitement de la passion pour l'argent du jeu. C'est-à-dire que le jeu pathologique est peut-être la première addiction qui a donné lieu à un traité médical. La loi qui légalise dans les jeux en ligne les paris hippiques, les pronostics sportifs et le poker peut être vu comme une loi de libéralisation, puisque c'est ouvert à des opérateurs privés, ou comme une loi de régulation, puisqu'elle crée des autorités de régulation. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'explosion de l'offre de jeux a de très loin précédé cette loi. L'explosion de l'offre de jeux en France commence en 1987 avec l'autorisation des machines à sous dans les casinos. À partir de ce moment-là, tous les opérateurs de jeux ont vu leur chiffre d'affaires augmenter pendant pratiquement une vingtaine d'années. Et les jeux en ligne existe bien avant la législation, puisque la législation a même pour but d'essayer de les canaliser. Il y avait, avant que la loi légalise un certain nombre de jeux en ligne, 20 000 sites de jeux sur Internet qui étaient illégaux, mais auxquels les gens jouaient. Donc on est devant une réelle explosion de l'offre de jeux, mais qui remonte à 1987, qui est ancienne. Est-ce que cette explosion de l'offre a augmenté les problèmes de jeux excessifs, de jeux pathologiques? Personnellement, je pense que oui, bien que la corrélation ne soit pas aussi évidente que ça. Moi, ce que je pense en tant que neurobiologiste, c'est que avant de commencer n'importe qui ne se lance pas dans le jeu et n'importe qui ne se trouve pas dans une situation pathologique. Et que pour arriver à cette situation pathologique, ce n'est pas le jeu qui va la créer, cette situation pathologique, c'est donc pas l'explosion de l'offre, c'est la situation antérieure. On peut parler de problèmes de suicide par rapport au jeu, et c'est en fait ces problèmes de suicide. Est-ce que c'est le jeu qui a entraîné le suicide, et donc l'explosion de l'offre, ou bien est-ce que c'est tout simplement parce qu'il y a un certain pourcentage d'individus qui sont plus fragiles que d'autres, qui ont donc démarré des dépressions et qui ont utilisé le jeu pour essayer de dépasser cette situation de dépression et qui, ceux qui n'ont pas réussi, se trouvent dans une situation de suicide. Mais mon pari, c'est que ce n'est pas le jeu qui déclenche la pathologie, le jeu n'est pas pathologique en soi, c'est l'individu qui est pathologique avant de démarrer son addiction. Et ça, j'ai des arguments pour le soutenir, bien sûr. Alors justement, quels sont à l'heure actuelle les moyens de quantifier l'addiction et surtout, comment savoir si le jeu est moins nocif que la drogue? Pourquoi est-ce que je prétends
que le jeu pourrait être moins dangereux que les drogues. Ben, mon idée, enfin notre idée actuellement, c'est que les drogues ont un effet neurobiologique assez clair. Vous savez, il y a deux types de cellules nerveuses dans le cerveau. Il y a un premier type qui nous permet d'avoir accès à l'extérieur. Oh! Donc là, on crée une situation de réaction, d'éveil brutal, et c'est les systèmes noradrénergiques, noradrénaline, qui vont être activés. Et puis il y a les autres, les systèmes à sérotonine, qui, eux, régulent l'impulsivité. Bon, donc, normalement, lorsqu'il y a une surprise, il y a la noradrénaline qui contrôle l'éveil et la sérotonine qui protège, qui arrive derrière et qui protège de cet éveil. Donc les deux systèmes, noradrénaline, sérotonine, sont couplés. Or, ce qu'on vient de montrer, enfin assez récemment, et vous en avez évidemment entendu parler, ce qu'on vient de montrer, c'est que quand on prend des drogues, alors les drogues, elles sont connues, hein, c'est alcool, c'est morphine, c'est héroïne, amphétamine, cocaïne, tabac, tous ces produits, et pas le cannabis en l'occurrence, mais tous ces produits vont entraîner une dérégulation, un découplage de ces systèmes à noradrénaline et sérotonine. Si bien que le toxicomane devient quelqu'un qui est extrêmement fragile aux émotions, il réagit brutalement à une émotion, et la sérotonine qui devrait être derrière pour essayer de contrôler cette émotion ne suit plus. Donc c'est ça, il est découplé, et ça entraîne, lorsque la drogue n'est pas là, ça entraîne un malaise. Donc ce que j'ai tendance à penser, c'est que celui qui va aller vers le jeu pathologique, celui qui va se mettre à jouer, il va le faire comme on prend une drogue. Et en cela, je vous suis. Il va le faire comme on prend une drogue pour calmer cette situation de découplage. Donc il va jouer, et là, il sera bien pendant cette période. Mais ce que je pense aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'il joue qu'il va créer le découplage. Et que celui qui prend de la cocaïne, celui qui prend de la morphine, celui qui prend de l'héroïne de façon régulière, de l'alcool, tabac, etc., celui-là va effectivement dérégler son système nerveux central et va entraîner cette fragilité. Alors que celui qui joue ne va faire que compenser. C'est une hypothèse. Et c'est pour ça que je défends on comprend bien la logique. Cette position. On comprend bien la logique scientifique. Mais il faut être extrêmement prudent à ce niveau-là, à mon avis. Parce que si on a une vision trop clinique, biologique, on va faire peser la responsabilité de l'addiction, quel que soit l'objet de l'addiction, sur le sujet lui-même. C'est le sujet qui aura du mal à contrôler ses impulsions, c'est le sujet qui aura des problèmes préexistants, et la société, les producteurs, les marchands, les dealers n'auront aucune responsabilité. C'est pas dans le produit que sera le problème, c'est dans le sujet. Or, on sait bien qu'une addiction, c'est une interaction complexe entre un sujet donné, un environnement et un produit particulier. Quand on raisonne sur un produit. Oui, y compris dans le cas du jeu. C'est-à-dire que non seulement le jeu peut être considéré comme une drogue, mais on peut considérer que dans la gamme des jeux qui sont proposés, certains vont être plus addictifs que d'autres. Il y a une addictivité différentielle des jeux, comme il y a une addictivité différentielle des drogues. Et on sait que plus un jeu va avoir une fréquence rapide, plus un jeu va donner l'illusion à la personne qu'il est pour quelque chose dans le résultat, plus un jeu va pouvoir être facile d'accès, plus ce jeu va être addictif. Et on sait bien sûr, et ça fait plaisir aux neurobiologistes, que plus on va pouvoir jouer en buvant et en fumant du tabac, plus on va avoir de chances de s'accrocher. Oui, alors là, l'argument contraire, vous le connaissez, mais je vais vous le redonner pour que tout le monde soit au courant, c'est qu'en fait, n'est pas joueur pathologique n'importe qui. Lorsque l'on fait une étude de la situation dans laquelle se trouve le joueur pathologique, avant d'avoir déclaré sa pathologie, vous avez 60% des joueurs pathologiques qui sont tabacodépendants, vous avez 60% des joueurs pathologiques qui sont alcoolodépendants, et vous avez encore 35% qui ont des troubles de la personnalité. Donc, ce que nous disent les cliniciens, c'est qu'il y a des joueurs pathologiques qui n'ont pas ça. On est d'accord. Mais quand même, la très grande majorité des joueurs pathologiques ont une pathologie antérieure qui est en lien avec l'addiction. Oui, mais c'est vrai, là aussi, à mon avis, pour la plupart des addictions. C'est-à-dire qu'on va, même chez un héroïnomane, avoir affaire à quelqu'un qui avait des problèmes auparavant. C'est pas n'importe qui va aller chercher de l'héroïne, qui est interdit, qui va risquer des années de prison, etc. C'est généralement des gens qui ont au préalable des problèmes. Donc, ce schéma-là
ne doit pas, à mon avis, exonérer la société des modes de régulation qu'elle propose entre les citoyens et un certain nombre d'objets de consommation. Mais je suis d'accord que le problème de la société est presque un autre problème. Le neurobiologiste, il ne peut pas vraiment aller là-dedans. Il peut essayer de raisonner par rapport au fait que le jeu ne va pas modifier le système nerveux central, comme risque de le faire l'héroïne ou comme le risque de le faire la cocaïne. C'est ça le point. On est dans l'hypothèse, on n'est pas dans la certitude. On est dans l'hypothèse, mais ce qui est sûr, c'est que l'héroïne, la cocaïne vont modifier le système nerveux central. Ça, c'est plus discuté. Non, c'est peut-être que les cliniciens le discutent, mais bon, accordez-moi que les neurobiologistes ne le discutent plus. On sait que ça modifie des choses, tout au moins chez l'animal, et même chez l'homme, puisqu'on arrive à voir des modifications en imagerie cérébrale. Je suis d'accord. Mais je me demande si en matière d'addiction au sens large, on n'a pas été un peu intoxiqué par l'héroïne, qui a une dépendance physique extrêmement nette, et par l'alcool, avec tous ces problèmes d'alcoolodépendance. Et je me demande s'il ne faut pas déplacer un peu l'accent et dire l'addiction doit être prise à partir du moment où une habitude, une passion, une conduite de consommation commence à empoisonner la vie de quelqu'un. Et savoir si les circuits sont perturbés, s'il y a cirrhose du foie. C'est tout le problème, c'est qu'effectivement, cette société est en train de nous dire l'addiction, elle est partout. Et certains produits, comme le tabac, sont précisément des produits qui vont entraîner des modifications et qui vont créer des malaises qui pourront être compensés par le jeu pathologique, ou par le jeu en tout cas, et ce jeu pourra devenir éventuellement pathologique. Mais le jeu, ce qu'il va faire, il va compenser la dépression, éventuellement, il va compenser l'addiction, mais l'addiction qui est due à autre chose. Oui, les hypothèses sont séduisantes, mais je ne suis pas sûr que ça ne soit pas quand même très réducteur. Parce qu'on peut se demander aussi si on n'est pas dans une société qui produit quasi délibérément de l'addiction. On est dans une société d'hyperconsommation où les producteurs insufflent à l'ensemble du public l'idée qu'il y a un équivalent entre le bonheur et la consommation. Le fait d'être heureux serait de réussir à consommer un certain nombre d'objets. On est bombardé de publicités. N'importe quel citoyen, depuis un âge très précoce, est bombardé des milliers de fois par jour par des publicités. Et je me demande si, d'une manière générale, tout objet aujourd'hui n'est pas susceptible de devenir un objet d'addiction. C'est pas une lubie de psychiatre, l'extension des addictions, c'est une réalité sociétale. On est devant une société qui pointe à travers l'addiction la limite de ce modèle dans lequel consommer et être heureux seraient équivalents. C'est ça que vient pointer l'addiction. Je suis étonné que vous disiez ça. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, de toute évidence, ce que recherche la société, c'est vendre. Il faut vendre. Augmentons la production, etc. Mais en fait, comment vend-elle cette société? Elle vend en créant du plaisir, en supposant que le consommateur va obtenir du plaisir à partir de ce produit. Et vous enchaînez en disant que ce plaisir va déclencher des addictions. Or, ce qu'on est en train de montrer en neurobiologie, c'est que le plaisir n'est pas en lien avec l'addiction. Le plaisir est un phénomène en soi qui peut éventuellement être responsable d'une addiction. J'ai du plaisir à jouer et je vais aller peut-être vers l'addiction, c'est possible. Mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de plaisir qu'on a une addiction. La sexualité entraîne beaucoup de plaisir et le taux d'addicts sexuels est assez faible. En revanche, le tabac entraîne très peu de plaisir, ou un plaisir très faible dans la hiérarchie, et c'est sans doute un des produits les plus addictifs. Donc, je m'étonne que quelqu'un comme vous confonde le plaisir et l'addiction. Non, je suis d'accord. La question est, est-ce que tous les producteurs de tous les objets de consommation travaillent réellement sur la notion de plaisir et de désir des sujets? C'est pas évident. C'est pas évident. La plupart nous disent, nous n'avons pas besoin des addicts pour fonctionner. Les producteurs d'alcool disent, nous n'avons pas besoin des alcooliques. Les producteurs de jeux disent, nous n'avons pas besoin des joueurs pathologiques. Et je pense que c'est vrai. Et je pense que c'est vrai. Moi, je le crois. Je n'en suis pas sûr. Bon, je pense qu'ils le croient. Je pense qu'ils sont sincères. Je ne pense pas que c'est des gens malhonnêtes qui truandent. Mais par contre, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que 20% des joueurs font 80% des enjeux.
C'est un peu les mêmes chiffres pour l'alcool. C'est-à-dire que le poids différentiel des personnes dépendantes dans les revenus des producteurs est beaucoup plus important que ce qu'on peut croire avec des chiffres massifs. C'est vrai qu'on se dit, il vaut mieux des millions de personnes qui jouent un peu que quelques individus qui soient complètement accros au niveau rentabilité. Mais dans la réalité, on s'aperçoit que le poids des dépendants, des joueurs excessifs, est beaucoup plus fort que ce qu'on imagine au niveau des chiffres d'affaires. D'accord. Donc le danger essentiel qui peut exister, à mon avis, c'est le danger de la perte trop importante, donc avec des conséquences familiales, des conséquences sociales, des conséquences obligées enfin, se trouver dans une situation où tout l'argent du ménage est consommé dans le jeu. Ça, c'est une conséquence qui peut être évidemment très, très grave, mais cette conséquence, je dirais qu'elle n'est en principe pas pathologique, elle ne peut le devenir que chez certaines personnes qui sont déjà dans une situation de l'ordre de la dépression, c'est-à-dire des gens qui vont prendre des risques pour essayer de sortir de leur situation dépressive. Donc ça va leur permettre éventuellement d'aller un peu plus loin, d'augmenter leur risque, mais ce n'est pas ce jeu qui va entraîner leur suicide comme on pourrait le penser. Oui, je dirais quand même qu'on est souvent dans des causalités de type circulaire. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de joueurs qui vont être des joueurs par automédication. C'est-à-dire c'est des gens qui sont d'abord déprimés ou qui ont eu des malheurs extraordinaires dans leur vie. C'est quelqu'un qui vient de perdre un être cher, c'est quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a une maladie grave et qui va se réfugier dans le jeu pour à la fois oublier ses malheurs et en même temps espérer une réparation un peu magique, comme si on faisait une prière. Mais le recours au jeu va aggraver le problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème au départ, il y a une solution apparente qui, en fait, va aggraver le problème. Et ce schéma est à peu près le schéma qu'on va retrouver dans quantité d'addictions, là aussi, où on s'aperçoit qu'on a une sorte de spirale où, à chaque tour, on se retrouve un peu plus bas qu'au tour précédent. C'est vrai, là aussi, pour la plupart des addictions. Ça correspond à un type de joueur qui est le joueur par automédication. Il y en a d'autres. Il y a des jeunes gens impulsifs qui adorent les sensations fortes. Et alors là, on va dire, bien sûr, les joueurs sont en danger, mais pour une raison assez simple. C'est qu'un certain nombre d'entre eux jouent parce que c'est dangereux, jouent parce qu'ils aiment le risque, parce qu'ils aiment se mettre en danger. Et c'est une des choses qui m'intéresse particulièrement dans le jeu d'argent et de hasard, c'est que c'est un formidable laboratoire pour explorer la relation d'un sujet au risque et au danger. Et on sait bien qu'il y a des jeunes hommes impulsifs particulièrement qui aiment bien se mettre en danger. Oui, alors cela, si vous voulez, bon, ça ne changera rien. Enfin, ils vont le faire dans le jeu, mais ils pourraient le faire en voiture. Moi, c'est plutôt la première catégorie qui me paraît plus susceptible de problèmes. Et si vous aviez à donner un chiffre, une prévalence de cette première catégorie, elle correspond à combien d'après vous? Alors, dans les écrits classiques sur le jeu pathologique, c'est le type de joueur impulsif, c'est plutôt les hommes jeunes qui étaient mis en avant. C'est-à-dire que longtemps, les joueurs étaient un peu comme des toxicomanes, des jeunes impulsifs qui aiment le risque. C'est des joueurs dostoïevskiens. Ils pourront faire de la moto, ils pourront faire de la voiture, prendre de la drogue. Ils feront des tas d'autres choses, donc ça ne va pas changer leur vie. Enfin, ça ne va pas changer leur niveau de risque. Ça va leur donner... L'héroïne non plus. À la limite, ils risquent moins, ces gens-là, risqueraient presque moins en se trouvant dans une situation financière un peu délicate qu'elle allait faire de la moto à 200 à l'heure sur l'autoroute. Donc, moi, ça me paraît pas. Mais c'est la première catégorie. Alors, la catégorie par qui pourrait me donner un souci. Or, j'ai l'impression que cette première catégorie, elle n'est pas très importante. Je crois qu'elle commence à augmenter, justement. Et je me demande si l'augmentation de l'offre et la massification de l'offre ne permet pas de faire émerger cette catégorie de joueurs par automédication. Quand j'ai commencé à recevoir des joueurs à Marmottan en 97, alors, il y avait aussi de l'image Marmottan, toxicomanie, ce qui fait que les joueurs qui venaient étaient très proches des toxicomanes. C'était des hommes jeunes, un peu psychopathes, qui aimaient bien franchir les lignes jaunes, jouer avec les lois, etc. Et de plus en plus, au fil des années, on a vu apparaître de plus en plus de femmes et de plus en plus de personnes âgées. Et maintenant, on a un profil de patients réguliers qui viennent nous voir avec une belle constance, qui sont des femmes à la retraite, qui ont appris qu'elles avaient un cancer, qui se retrouvent seules et qui trouvent que la vie est injuste. Donc, et d'après vous,
concrètement, si vous aviez à choisir, si vous avez, supposons, un enfant qui a absolument besoin de ces impulsions, de ces prises de risque, est-ce que vous préféreriez qu'il parte en moto à 200 à l'heure sur l'autoroute ou bien qu'il joue sur Internet? Je veux dire qu'il fera les deux peut-être, ça c'est possible. Mais s'il y avait un choix à faire, moi je pense que le danger, il est moins grand au niveau du jeu. Oui, on peut dire. Oui, alors, oui, il est moins grand, mais que quoi? Et par rapport à quoi? Parce que il y a plusieurs niveaux de conduite de risque. Si on dit une conduite de risque, c'est s'exposer à un jugement de Dieu. Les formes les plus anciennes de jugement de Dieu, on mettait le corps en risque. C'était la mort qu'on risquait. Et là, on peut faire le parallèle avec la toxicomanie. Effectivement, s'injecter une drogue dans les veines, c'est risquer l'overdose immédiate. C'est vraiment risquer sa vie sur le champ. Dans le jeu d'argent, le risque est indirect. Ce qu'on risque, c'est sa fortune, c'est son argent, c'est le surendettement. Alors, pas le surendettement. Si, on le risque. Oui. Nos patients sont très largement surendettés. Mais pas sur Internet. Enfin, bon. Non, la loi essaye de mettre en place des garde-fous, et les joueurs font tout, enfin certains joueurs font tout pour dépasser ces garde-fous. Mais il y a quand même des conduites à risque, encore moins dangereux. Les jeux en réseau sur Internet, par exemple, sont des exemples de jeux dans lesquels le risque est à sa place. C'est-à-dire, dans le virtuel, à quoi sert le jeu? Pourquoi la civilisation a inventé les jeux? Parce que ça permet une virtualisation de la mort. C'est un espace formidable. Du moment qu'on joue, c'est pour de rire. Et c'est l'invention de cet espace dans lequel on peut tuer et mourir de manière réversible. Le jeu, on pourrait dire, depuis la plus haute antiquité, est l'invention d'un espace virtuel dans lequel la mort est réversible. Donc, dans une certaine mesure, il est protecteur. Bien sûr, le jeu en soi est une bonne chose. C'est là où on en arrive. C'est qu'il y a toute une partie du jeu, y compris pathologique, qui peut être une protection. Voilà. C'est là tout le paradoxe. On en arrive maintenant à l'automédication. Enfin, si vous voulez, allez-y, je vous écoute. Non, je dis c'est là tout le paradoxe. C'est que le jeu en soi est quelque chose d'universel et de probablement très utile pour la société et pour le psychisme. Le jeu d'argent est un paradoxe parce que le jeu d'argent se situe dans cet espace virtuel où, soi-disant, c'est sans danger, alors que l'argent, c'est de l'argent réel. C'est-à-dire qu'on a cette situation un peu ambiguë d'un espace virtuel, mais où l'argent est comme un coin de réel qui pénètre dans cet espace virtuel. Et les joueurs de casino, par exemple, oublient régulièrement que ceux qui sont en train de mettre dans les machines, c'est pas des jetons virtuels qui sont pas dans du fictif, mais que c'est le vrai compte en banque qui est débité de l'autre côté de la frontière magique du jeu. Oui, donc c'est ça. Moi, je pense beaucoup à l'exemple de Françoise Sagan, qui était à la fois une joueuse pathologique, mais qui est aussi une toxicomane. Et en fait, qu'est-ce qui l'a tuée? C'est le jeu pathologique ou la toxicomanie? Qu'est-ce qui a été plus dur pour elle et plus dangereux? Est-ce que c'est le jeu ou la toxicomanie? Et à mon avis, c'est quand même l'héroïne, c'est quand même les opiacés qui l'ont... Les médicaments l'ont usé physiquement, probablement plus que le jeu, mais le jeu n'a pas dû arranger les choses au niveau du stress, au niveau du rythme cardiaque, etc. Tout ce qu'on reproche à la cocaïne peut être en partie reproché au jeu. La loi de légalisation partielle des jeux est aussi une loi de régulation. Et si on se demande comment protéger les joueurs, ça va poser deux séries de questions. Comment faire de la prévention au niveau de la population générale et de populations à risque, et comment soigner des joueurs qui demanderaient de l'aide pour s'en sortir, parce qu'ils veulent arrêter, mais qui n'arrivent pas à arrêter tout seuls. On peut penser qu'au niveau de la prévention, la loi a été une avancée certaine, parce que c'est la première fois que dans un texte de loi, l'addiction est citée, la protection des mineurs est citée, et qu'est mise en place une autorité de régulation, sous la forme de l'autorité de régulation des jeux en ligne, du comité consultatif des jeux, qui est indépendante des opérateurs. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'on peut dire qu'en situation de monopole, l'État se retrouvait à la fois dans la position d'opérateur et dans la position de régulateur, ce qui est une position un peu incestueuse. Et on sait bien que ce système est un mauvais système, parce que ça implique que le régulateur se coupe à lui-même le bras au moment où ça irait trop loin et que c'est très difficile à faire. Mais si on tombe trop dans un schéma de type clinique et de type explication neurobiologique d'une maladie, on va dire, puisque les joueurs pathologiques sont des gens qui avaient des problèmes avant,
puisque les joueurs pathologiques ont soit des troubles préexistants, soit des pathologies qui font que par automédication, ils vont recourir au jeu excessif. Dans ce cas-là, ça n'est pas la peine de faire une grande régulation sociétale de cet ordre, puisqu'ils sont malades de toute manière, laissons les marchands envahir le marché par n'importe quel type de jeu, ça ne changera rien. N'importe quoi, mais bon, pourquoi pas, après tout. Non, mais c'est difficile, effectivement, pour un neurobiologiste de dire comment faire, quelle prévention faire. Et là, vous poussez le bouchon très loin en disant, bon, on va de toute évidence, il faut contrôler cette consommation. Mais on peut faire confiance au gouvernement, si je puis dire. Des contrôles, il y en a partout. Vous savez bien qu'on n'a pas le droit de dépasser le 110 dans la descente à Mâcon. Et si on dépasse d'1 km/h, on se récupère 2 points en moins sur son permis. Donc le problème, la régulation, elle existera. On ne pourra pas aller trop loin. Mais moi, ce qui me paraît quand même important, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont des variabilités individuelles et que certains sont particulièrement fragiles et particulièrement vulnérables. Et ça, le neurobiologiste ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais simplement essayer d'expliquer qu'il y a un lien entre certaines conduites qu'ils ont actuellement et le fait que de commencer à jouer, pour eux, pourrait être un peu dangereux, donc mettre l'individu devant une certaine responsabilité, devant les risques qu'il pourrait courir en utilisant ce mode de calme, ce mode de produit pour se calmer, puisqu'il utilise déjà la cigarette, il a déjà tendance à prendre de l'alcool, donc si il se lance dans le jeu, il a toutes les chances d'avoir des problèmes derrière. On voit bien ce qui est en train de se passer avec la légalisation. On a l'impression que cette loi permet une régulation. Ça va permettre, pour les gens qui jouent sur des sites légaux, d'essayer de paramétrer. Je ne veux pas dépenser plus de temps par mois, plus de temps par année, etc. Donc, on va aider les gens à s'auto-réguler parce que ça peut être pour certains difficile. On va leur permettre aussi de se faire interdire, ce qui est extrêmement important parce qu'on sait que dans les jeux en dur, au niveau des casinos, c'est une mesure qui a rendu service à quantité de personnes. Mais au niveau de la population générale, on voit quand même, depuis la légalisation, une massification de la publicité absolument extraordinaire. Et on commence à voir dans nos consultations quantité de jeunes qui arrivent parce qu'ils jouent au poker en ligne, parce qu'ils ont déjà commencé à dépasser leurs limites, parce qu'ils ont déjà dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils ont été très vulnérables à toutes ces publicités qui sont assez massives. Ils viennent de dépenser de l'argent qu'ils n'avaient pas. Oui. Là, c'est le problème. Mais comment ont-ils fait pour dépenser de l'argent ? Ça s'appelle du crédit. Et qui leur a donné le crédit ? Des sociétés de crédit rapide. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trichent. Bon, il y a bien sûr des escrocs. Et il y a des gamins qui piquent la carte bleue des parents. Mais il y a aussi des gens qui reçoivent chez eux des publicités. On vous donne 3 000 €. Alors moi, je crois que c'est ça, simplement sur un coup de téléphone. Alors moi, je crois que le danger, il est là. C'est qu'effectivement, c'est plus le jeu qui devient le danger. C'est le fait de pouvoir avoir un crédit dans des conditions qui sont de toute évidence inadmissibles. Donc là c'est une régulation qu'il faut mettre en place. Mais du coup, c'est plus le jeu, c'est les conséquences. On est un peu plus loin. Mais dans le cas du jeu, pour un joueur excessif, pour quelqu'un qui investit énormément le jeu, il va y avoir une corrélation très forte entre l'idée de se refaire, qui est au cœur du jeu excessif, et le crédit, qui est une manière d'avoir de l'argent pour espérer se refaire. C'est-à-dire qu'il y a une synergie entre les sociétés de crédit rapide et les opérateurs de jeu qui est extraordinaire. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a demandé que dans la loi, qu'il ne puisse pas y avoir de publicité pour des sociétés de crédit parallèlement aux publicités pour le jeu. Ben voilà, oui, ça me paraît la base. Et peut-être que en nous expliquant ça, en m'expliquant ça, vous avez montré à quel niveau on pourrait créer une prévention et non pas rester figé sur le problème du jeu, mais sur ce qui est en amont ou en aval, enfin par rapport aux sociétés de crédit en particulier. C'est déjà fini, dommage. La semaine prochaine, on se retrouve avec d'autres invités et on recommence.